tous, je suis très heureux de vous retrouver. C'est le webinaire numéro 188 et on commence tout de suite par vous parler de la mission de Second Souffle. Chez Second Souffle, voilà, depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec je vais y arriver, voilà. Avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Si vous faites un petit tour sur notre site internet, vous verrez trois gros boutons. Le bouton rouge pour si vous êtes un entrepreneur en difficulté avec votre entreprise. Le bouton vert si vous voulez nous rejoindre comme bénévole, et on a besoin de plus en plus de bénévoles, car de plus en plus d'entrepreneurs en difficulté nous contactent. Et puis le troisième bouton, si vous ne savez plus quoi faire de votre argent pour éviter que ça aille dans des taxes douanières, par exemple, n'hésitez pas à nous soutenir. Vos donations sont déductibles d'impôts jusqu'à 66%. Voilà, merci d'être là. Donc c'est une nouvelle plateforme. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, il y avait des petits couacs. Un petit couac continue encore, c'est que le chat, donc ici ça s'appelle conversation, ne fonctionne toujours pas, mais c'est pas grave parce que vous avez juste à côté le Q&R, questions-réponses en haut à droite. En haut à gauche. Sinon, pour y accéder, dans la barre d'icônes qui se trouve en bas, c'est l'icône avec la bulle et un point d'interrogation. Voilà. Bonjour Véronique. Bonjour. Ah, voilà. Voilà. J'avais perdu mon micro. Bon. Il fait beau, j'espère que tu vas bien. Il fait très beau ici à Lyon. C'est une belle journée, je vais bien. Bon, super. Eh bien, écoutez, nous sommes partis pour l'intelligence artificielle avec Véronique et je lance tout de suite la présentation. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Véronique Machuron. Je suis gérante d'une entreprise qui s'appelle Active Achat depuis maintenant une quinzaine d'années puisque la société a été créée en 2008. Je vais aujourd'hui vous parler d'intelligence artificielle puisque nous nous sommes depuis 2 ans et demi maintenant attachés à cette nouvelle fonction, on va dire, et nous sommes agréés France Numérique pour pouvoir organiser justement ce qu'on appelle des cafés IA pour vous expliquer un petit peu ou préciser ce qu'est l'intelligence artificielle et comment on peut l'utiliser. On l'utilise déjà au quotidien et comment, surtout en tant que professionnel, on peut utiliser cette intelligence artificielle et comment elle peut nous servir rapidement et simplement. On va passer donc à l'IA au quotidien, si tu le veux bien. Donc, voilà. Donc, on voit très bien que l'IA, on s'en sert et on s'en est servi déjà, même si on ne savait pas qu'elle était à l'intérieur de certains applicatifs. Donc, les assistants virtuels, on a les reconnaissances personnalisées des achats qu'on peut faire sur Internet et qui sont bien souvent... on se dit, tiens, j'ai pensé à ça ou j'ai parlé de ça et ça arrive sur mon fil d'actualité, par exemple. Et tout ce qui est reconnaissance faciale pour ceux qui utilisent certains produits où on a une reconnaissance faciale qui nous permet d'ouvrir nos applicatifs. Voilà, donc tout ça, c'était déjà et c'est déjà de l'intelligence artificielle. Donc, je vais essayer très simplement, avec des mots simples, d'expliquer une première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on dit que cette intelligence artificielle est phagocyteur d'énergie, phagocyteur de consommation d'eau, et du coup, comment elle fonctionne. Alors, je vais rester sur des termes assez simples. On va passer voilà, comment ça marche. Donc, on va parler du modèle de type ChatGPT que beaucoup utilisent déjà et qui est quand même assez connu d'OpenAI. Donc, ce sont en fait des réseaux de neurones qui sont derrière ce système de ChatGPT. Or, que fait un réseau de neurones? Il ne manipule que des nombres. Et nous, on lui donne des mots. D'accord? Donc déjà là, il y a une première problématique. Donc ça veut dire que quand j'écris bonjour, parce que je peux le faire à ChatGPT, lui déjà ne va pas comprendre mon bonjour, mais va être obligé de transformer ce bonjour en ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire des
des chiffres, tout simplement, de traduire ce mot en token et en chiffres, pour pouvoir le comprendre et savoir ce que je dis. Ce que je dis en français, alors que lui, bien souvent, va me parler déjà, non pas en français, mais en anglais. Donc, ces vecteurs de mots, qu'on appelle aussi embeddings, si vous avez rencontré ce terme-là, donc, sont conçus pour représenter le mot qu'on a donné. D'accord? Donc, ce sont des chiffres. Quand un mot apparaît souvent, le logiciel, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, le logiciel va dire que ce sont des mots qui sont similaires. Donc, il va réagir en fonction de similarité entre vecteurs. Je vous rappelle, les vecteurs sont des chiffres. Donc, il aura tendance à dire, ce mot-là, il est souvent proche de ce mot-là, donc je vais les faire coïncider, je vais leur mettre ce qu'on appelle des poids aussi, pour me dire, quand j'ai ce mot-là, il y a des chances que j'ai ce mot-là. D'accord? Donc, mais tout ça en chiffres. Donc, ça permet de comprendre que l'intelligence artificielle, le ChatGPT, si on se focalise sur lui, va nous répondre en termes de similarité de ce qu'il a compris. C'est pour ça que parfois, on se dit que ça répond n'importe quoi parce que le ChatGPT répond en similarité, mais il se trompe et il fait ce qu'on appelle des illusions, c'est-à-dire qu'il ne nous répond pas correctement. Donc, il va associer des poids à ces embeddings, à ces vecteurs, pour pouvoir répondre et prédire une réponse la plus juste pour lui. D'accord? C'est comme ça qu'il va prédire et qu'il y a parfois, on appelle des prédictions erronées parce que pour lui, c'est logique, mais dans notre transmission à nous, ce n'est pas du tout logique. Alors, le poids, on pourrait aussi l'exprimer en pourcentage. Bonjour, il fait beau. Voilà, bonjour, ça revient souvent, donc c'est 98%. Il fait beau, ça revient aussi souvent, surtout en ce moment, donc ça vaut 84%, etc. Et puis après, il associe les deux. Puis si on associe tous ces pourcentages, à la fin, pour lui, c'est là où il y a le plus de pourcentage, le plus proche de 100%. Donc il dit, c'est une phrase cohérente. C'est une phrase pour lui qui va être cohérente, donc je peux la sortir. Sauf que si c'était bonjour dans un terme lexico est un adverbe qui est employé dans, oui, mais ok, c'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est un petit peu tiré par les cheveux comme exemple, mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, il y a beaucoup d'illusions, en fait, parce que ces poids-là, il faut à chaque fois qu'il les retravaille. Parce que si, souvent dans la réponse, on vous demande si c'est correct ou pas correct, si vous dites pas correct, c'est là où il va changer ses poids, en fait. Où il va dire, tiens, j'ai souvent répondu ça, mais là, c'est plus bon. Donc, il faut que je réévalue chaque vecteur. D'accord? Vous imaginez déjà le boulot que c'est. C'est très rapide, on ne le voit pas loin. Je ne sais pas comment ça se fait en termes de temps. C'est très, très, très rapide. Mais voilà. Donc, il faut bien se dire que tout ça, on est dans un système mathématique, en fait. On n'est pas dans un système de verbes, on est dans un système mathématique. Donc, on va aller sur la diapo suivante. On a parlé de vecteurs et d'embeddings. Ce sont donc des découpages et des transformations mathématiques par des réseaux de neurones, des termes que l'on utilise, nous. Ces vecteurs vont représenter des mots qu'on appelle aussi tokens. Alors, je donne quelques mots parce que vous risquez de les avoir sur certains documents que vous pouvez lire. Ces tokens. Alors, je vous ai dit, tous ces découpages de mots servent à aller chercher de l'information. Où est-ce qu'on va aller chercher de l'information? On va aller chercher de l'information dans ce qu'on appelle un LLM. Un grand modèle neuronal en français. Et donc, c'est lui qui va, dans lequel on va mettre des milliards de mots, en fait, des milliards de vecteurs, des milliards d'embeddings, pour nourrir, en fait, ce centre qui pourra répondre avec toutes les combinaisons de vecteurs qu'il pourra faire, pour comprendre le langage qu'on donne et la langue qu'on donne quand on pose la question. Donc le LLM, c'est la grosse partie qui centralise toutes les informations. D'accord? Donc, par exemple, pour un ChatGPT 3 tel qu'on l'a connu, il y avait 175 milliards de paramètres. D'accord? Dans ce LLM.
Et à chaque fois qu'on veut, on peut aller à la diapo suivante, si tu veux. Donc, pour l'instant, je suis assez technique, j'espère pas trop brouillon. À chaque fois qu'on veut faire évoluer, donc ChatGPT, vous avez vu, il y avait ChatGPT 3, après ChatGPT 4, après d'autres ChatGPT, c'est parce qu'à chaque fois, il faut relancer tout le calcul de ce LLM. C'est ce qui coûte énormément cher parce qu'on ne peut pas lui donner des informations au fur et à mesure. Il faut le réentraîner, ce qu'on appelle le réentraîner. Et tout ça, ça consomme énormément d'électricité, bien sûr, et énormément d'eau pour le refroidissement. C'est pour ça qu'on dit que les LLM sont très consommateurs d'énergie, donc de coût, en coût, hein, et d'eau pour refroidir tous ces centrales qui fonctionnent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on met un mot, en fait, on a derrière un système mathématique qui va répondre de façon pas forcément logique, mais en termes de poids et de statistiques, et qu'à chaque fois, il faut réentraîner le modèle pour qu'il soit de plus en plus intelligent. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est... Je vois dans le chat des gens qui me disent, ça ne paraît pas... qui voudraient des exemples, c'est trop abstrait. Pour moi, Véronique, c'était très bien expliqué. Je me suis juste permis de rajouter cette histoire de pourcentage. Mais est-ce que c'est... Vous pouvez me répondez dans question... Si, par exemple... on va prendre quelque chose qui peut être interprété de façon très différente. Si je lui dis, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple simple? Je suis désolé, le chat, la conversation ne fonctionne pas. Ma chère Dina, il faut utiliser question-réponse. C'est pas de ma faute. Si je lui dis, par exemple, je vais essayer d'être assez concrète, hein, je fais beaucoup de poésie et je vais étudier assez longuement sur ChatGPT l'histoire du petit chaperon rouge. Donc, à chaque fois que je vais poser une question, j'aurai chaperon rouge. Alors, il faut bien imaginer que ce que je dis moi, il faut que ce soit des milliers de personnes qui en parlent. Hein, on est d'accord, c'est pas moi, Véronique Macheron, qui va aller changer le LLM. Mais admettons que beaucoup, on est sur cette histoire de petit chaperon rouge. Et bien lui va associer en poids chaperon rouge et tout le temps à côté. Voilà. Donc dès que je vois le mot chaperon, forcément je vais répondre rouge. Parce que c'est la même mesure, et donc ça veut dire que bien souvent, il faut que je le mette dans ma phrase. Or, je peux dire, trouve-moi une société qui permette d'avoir un chaperon pour mon fils. Ça n'a rien à voir. Mais dans la réponse, il y aura rouge, parce que pour lui, c'est chaperon rouge, c'est pareil, quoi. C'est le même poids. Donc, il faudra que dans la réponse que j'ai, je dise, non, je ne veux pas de chaperon rouge, je veux une entreprise qui me sert, qui peut me proposer des jeunes filles au pair. Et là, ça va changer le poids. Alors, encore une fois, c'est pas une personne qui fait changer, mais c'est pour bien comprendre l'enjeu. C'est qu'à chaque fois qu'on dit on est OK ou on n'est pas OK, eh ben, il conforme son poids ou il modifie son poids. Voilà, en fait. J'espère que je suis à peu près mieux claire. Moi, c'était très clair pour moi, mais certains vont certainement se jeter sur ChatGPT ou Gemini ou Copilot pour écrire chaperon rouge. Alors, ça n'est qu'un exemple, hein, mais voilà, juste pour comprendre comment fonctionne une IA. En fait, il faut bien comprendre que dans les IA qui fonctionnent comme ça, on parle d'aberration. On parle d'aberration parce que les poids ne sont pas forcément corrects ou les gens n'ont pas forcément dit non quand il y a des réponses qui sont absolument incorrectes. Et du coup, on se retrouve à avoir des aberrations. Voilà. Donc, de moins en moins, plus on s'en sert, moins on a de moins en moins d'aberrations, mais il y a toujours des aberrations dans la réponse des IA aujourd'hui. Il y en a une il n'y a pas longtemps, là, sur l'IA de Elon Musk. Il y en a un qui avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les États-Unis. Et l'IA de Elon Musk avait répondu il faut tuer Donald Trump et Elon Musk. Voilà. Oui.
Parce que dans son entraînement, beaucoup de réponses étaient dans cet ordre-là. Donc, elle reprend tout bêtement, elle dit les poids, c'est ça, donc je file l'info, quoi. Alors, autre chose aussi, on parle de coûts aujourd'hui parce que les entreprises qui proposent l'intelligence artificielle ne sont pas rentables. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner une estimation de coût pour entraîner ChatGPT 3, par exemple, qui était initial. Il a fallu entre 4 et 5 millions de dollars. Donc, ce sont des entraînements. Milliards, tu me dis ? Alors, on me dit même que c'est milliards de dollars. Oui. Voilà. Et encore, ça, c'était uniquement pour l'entraînement, parce qu'il y a eu tous les milliards avant pour créer le système. Uniquement pour l'entraînement, on est bien d'accord. Donc, il y a la location, il y a l'amortissement, et il y a l'électricité, je vous disais, le refroidissement, et il y a surtout l'achat de puces, parce que pour que les informations puissent transiter entre ce LLM et l'appli, il faut que ces informations sont très lourdes aujourd'hui. Donc, elles sont transportées sur ce qu'on appelle des puces GPU, des puces graphiques en fait. Et ces puces graphiques coûtent excessivement cher. Je crois qu'une puce, c'est 40 000 dollars une puce. D'accord ? Donc, ce sont des puces qui coûtent excessivement cher, et je crois que d'ailleurs qu'il y en a plus sur le marché aujourd'hui. Et ce qui fait que ce sont des chiffres qui sont publiés par OpenAI, donc c'est vraiment, voilà, c'est ouvert à tous. On sait que l'IA sur GPU est excessivement cher. Et on dit même, donc la communauté suggère donc un coût d'entraînement qui pourrait situer entre quelques dizaines de millions et plusieurs centaines de millions de dollars selon les stratégies d'entraînement de la libération et les itérations des modèles. Donc c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. J'ai toujours peine à voir que, alors on se sert de l'IA pour faire des dessins, pour faire des trucs sur les réseaux, on voit que ça. On se rend pas compte que de faire tout ça, ça consomme énormément d'énergie et que petit à petit, ça détruit la planète quand même. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très nocif pour la planète. Ouais, je crois même je crois que c'est Microsoft qui pense à créer des centrales nucléaires. Ouais, tu as tout à fait raison, ils pensent à créer une centrale nucléaire à côté de chaque plateforme en fait. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie de toute façon, c'est clair. Ouais. Je ne sais pas si je suis sur la bonne page de présentation. Oui, on va parler du risque. Ah, après c'est le risque, pardon. J'osais pas la changer. Et puis juste pour un petit point de vocabulaire, Véronique a parlé de GPU. Donc GPU, ça veut dire Graphic Processor Unit. Donc en français, on appelle ça des cartes vidéo. Voilà, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Même si on y arrive, on fait de l'IA avec des cartes vidéo GPU de chez Nvidia entre autres. Mais ça coûte très cher. Mais je crois qu'Nvidia, ils en ont plus des puces graphiques. Ils ont tout vendu, donc en ce moment, il n'y en a plus. Alors, il ne faut pas oublier non plus que on se rend compte aujourd'hui que beaucoup utilisent, alors encore une fois, je vais me focaliser sur le ChatGPT parce que c'est facile, mais il n'y a pas que ça, en entreprise, c'est-à-dire que certains donnent des documents professionnels, j'entends là, je me mets sur le côté professionnel, donnent des informations à ChatGPT pour faire des synthèses ou pour faire des réponses à des documents, à ce genre de choses. Il ne faut pas oublier que rien n'est sécurisé. D'accord ? Donc, tout ce qu'on a beau dire que... Alors, quand vous regardez, par exemple, je crois que c'est ChatGPT qui dit en bas que les documents fournis ne sont pas utilisés pour l'entraînement du LLM. D'accord ? Mais ils ne disent pas qu'ils ne sont pas reconstitués et utilisés pour d'autres choses. Donc ça, il faut bien vous méfier, c'est que on est vraiment sur un système qui n'est pas sécurisé. Donc les documents, les informations que vous envoyez, vous ne savez pas où vous les envoyez. Il y a des cyberattaques de partout et de façon très, très intelligente et de plus en plus intelligente. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques de fuite pour toutes les entreprises, dont quiconque d'ailleurs, collaborateur ou responsable, envoie des informations via ces sites ChatGPT, Gemini ou autres. Donc il faut bien vous dire que rien n'est sécurisé.
Hein. Et aujourd'hui, on sait que 30% des salariés utilisent ChatGPT au niveau professionnel. Encore une fois, mettez derrière ChatGPT ce que vous voulez comme outil. Donc, et que les coûts d'utilisation de ces dispositifs seront de toute façon de plus en plus chers parce qu'à un moment donné, il faudra bien que l'entreprise soit rentable. Pour l'instant, c'est gratuit, mais ça ne va pas durer. Alors, pour l'instant, c'est gratuit, mais par exemple, Microsoft a déjà oblige, en fait, parce que voit que l'IA n'est pas prise de façon naturelle, donc l'insère dans ses produits et donc augmente ses produits. C'est une façon d'obliger à utiliser l'IA et de payer l'IA. D'accord ? Donc, de toute façon, les produits vont être forcément de plus en plus chers. Ça, c'est sûr. Et encore une fois, là, on parle d'utilisation normale, entre guillemets, mais vous imaginez bien que quand on utilise l'IA pour analyser des datas, des milliers, voire des milliards de datas, c'est des milliers de fois plus cher. D'accord ? Parce que plus on analyse de data, plus on consomme et plus c'est cher. Plus on a besoin de plus GPU, par exemple, et plus c'est cher. Donc, de toute façon, on sait que ça va devenir de plus en plus cher, c'est logique. L'utilisation de GPU le nécessite. Il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de question à se poser, en fait. Ça deviendra de plus en plus cher. Donc, attention, 1, c'est non sécurisé. 2, ça va devenir coûteux. Et 3, c'est assez générique. C'est-à-dire que si vous posez une question sur votre entreprise, si vous avez certaines informations, elle pourra peut-être aller chercher quelques informations, mais en aucun cas, elle ne connaît votre entreprise, vos produits, vos services. Donc, ça reste d'une façon assez générique. Encore une fois, je reste là sur le milieu professionnel. Donc, quid d'une IA éco-responsable ? La question se pose à savoir, est-ce qu'on est obligé d'utiliser des puces GPU pour fabriquer un LLM ? La réponse est oui, sauf que non. La réponse est oui, telle qu'on perçoit l'IA aujourd'hui et telle qu'on veut nous la faire percevoir. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand vous cherchez une information aujourd'hui, vous la cherchez via Google, on est d'accord, on tape dans la barre on tape dans la barre ce qu'on va chercher. Demain, on va la chercher via des sites style Gemini, ChatGPT, d'autres, il y en a plein d'autres. On va poser la question, on ne va plus utiliser forcément Internet pour aller chercher des informations. Donc, il faut bien que ces gros GAFA se rémunèrent sur quelque chose. D'accord ? Donc, ils vont se rémunérer sur l'espace de stockage de GPU qu'on va leur demander pour stocker nos informations. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est pour ça qu'ils veulent qu'on consomme toujours du GPU et que les IA restent sur une opération GPU. Donc, il existe une solution qui a été développée. Ça, j'aimerais bien que tu expliques par contre. Alors. De façon un petit peu plus simple. Il existe une solution qui permet justement de ne pas rester sur ces puces GPU. Et alors, j'aime bien parce que je vais vous laisser 30 secondes la place à mon collaborateur qui va vous expliquer la façon dont on peut remodeler la recherche qui s'apparente à un cerveau humain. Donc, voilà, il explique tellement bien que je vais lui laisser la place à 30 secondes. Donc, c'est Jean. C'est Jean. Voilà. Bonjour, Jean. Bonjour tout le monde. Alors, je suis en ligne avec tout le monde. Alors, l'IA, oui, c'est un gros sujet, l'IA, les GPU. Alors, tu as bien expliqué, effectivement, aujourd'hui, quand on fait quelque chose, on utilise ce qu'on appelle les calculs matriciels. Ça veut dire qu'on va multiplier tous les poids et tous les vecteurs d'un LLM par tous les poids et tous les vecteurs d'un mot pour arriver à être capable de reconstituer le mot suivant ou la réponse. Donc, effectivement, quand on pose une question toute bête comme « quel temps fait-il ?», ça implique qu'on va activer les 180 milliards de paramètres d'un LLM, et c'est ce qui consomme beaucoup d'électricité et beaucoup de puces GPU.
Oui, l'exemple, c'était Einstein et Feynman. Oui, en fait, l'idée, c'est que l'intelligence humaine, on peut la comparer à une intelligence comme celle d'Einstein. C'est-à-dire que quand vous allez réfléchir à quelque chose, vous allez construire un raisonnement pour aller chercher l'information dans votre cerveau. Par exemple, si on vous dit quelle est la différence entre un chat et un chien, eh bien, vous allez activer la petite partie de votre cerveau qui se rapporte aux animaux et qui se rapporte aux chats et aux chiens. Un LLM, il peut faire la même chose, mais il ne lui sera possible que d'activer la totalité de son cerveau pour aller chercher la notion d'animal, de chat et de chien. C'est ce qui explique la différence énorme d'efficacité entre un cerveau humain et un cerveau d'intelligence artificielle. Alors actuellement, tout ce qu'on utilise en IA, ce sont des algorithmes qui sont basés sur des calculs matriciels, donc qui activent tous les cerveaux d'intelligence artificielle pour essayer de trouver une réponse. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un impact énorme sur le marché parce que les Chinois ont lancé un petit système qui s'appelle DeepSeek, qui était en fait un concurrent d'OpenAI, de ChatGPT. Simplement, on s'est aperçu que DeepSeek avait augmenté la capacité des algorithmes et l'intelligence des algorithmes pour pouvoir utiliser moins de GPU. C'est ce qui fait que ça a eu un impact phénoménal parce qu'on a commencé à se dire, ah ben tiens, peut-être qu'on peut dépenser un petit peu moins de plus de GPU pour arriver au même résultat. C'est exactement la démarche dans laquelle nous sommes. Et il existe des solutions pour optimiser les algorithmes. Mais on peut aussi les optimiser pour que ces algorithmes fonctionnent sur des puces standards et pas sur des puces GPU. Et ce faisant, ça veut dire qu'on peut arriver à faire fonctionner une IA sur des ordinateurs standards. Le vôtre, un data center, n'importe quel ordinateur qui existe sur le marché pourra faire fonctionner une IA. Et ça, ce sont des technologies qui sont basées sur des algorithmes qui sont encore plus efficaces que ceux de DeepSeek, qu'on vient de sortir, et ce sera le futur. C'est-à-dire que l'IA, c'est au départ des calculs conçus par nos polytechniciens français, il faut le dire. Ils sont à la base de cette technologie avec Google Transformer. Ces calculs ont été faits sur des puces compliquées, des puces GPU. Et puis, on a commencé à optimiser les calculs pour faire des algorithmes un peu plus efficaces. Donc, on utilise un peu moins de GPU. Et la prochaine révolution, c'est on n'aura plus besoin de GPU parce qu'on va avoir des algorithmes tellement efficaces qu'ils vont être capables de fonctionner sur des puces standards. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Ce n'est pas encore visible sur le marché, mais croyez-moi, ça pourra l'être prochainement. Voilà, j'ai fait mon explication. J'ai une question, Jean. Moi, sur mon smartphone, qui a 1 an, qui date de février 2024, j'ai déjà de l'intelligence artificielle. Enfin, ils appellent ça de l'intelligence artificielle, mais je peux déjà, sur des images, couper des trucs, il peut me reconnaître des mots, etc. Et il ne me semble pas que c'est des données que j'envoie dans le cloud et qui me reviennent après sur le téléphone, parce que c'est c'est instantané quasiment, quoi. Donc là, il y a déjà une petite IA intégrée dans le téléphone. Oui et non. C'est-à-dire que la plupart des données sont effectivement en temps réel envoyées dans le cloud et reçues, mais il y a effectivement ce qu'on appelle un SLM sur le téléphone. SLM, c'est Small Language Model, à comparer avec Large Language Model. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait des boîtes comme Samsung, Huawei, etc. Ils ont pris un Large Language Model qui faisait 180 milliards de paramètres. On a fait ce qu'on appelle une opération de quantization, c'est-à-dire qu'on l'a réduit. On l'a limité. Pour parler techniquement, au départ, il était sur 16 bits et à l'arrivée, il est sur 2 bits ou 1 bit et demi. Et puis, on en a fait un modèle tout petit, limité. Mais ce modèle limité est quand même suffisamment puissant pour traiter une petite partie d'informations. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais capable de faire des opérations compliquées, mais pour donner un semblant d'intelligence artificielle sur un traitement d'image, sur des mots, ce genre de choses, ça suffit. Ça suffit pourquoi ? Parce que ce genre de modèle fonctionne sur 8 ou 16 gigas de mémoire. Donc 8 ou 16 gigas de mémoire, c'est typiquement ce qu'il y a dans un smartphone. Et comme les smartphones ont des puces ARM sur lesquelles il y a une couche de GPU, ça permet de faire fonctionner quelque chose. Mais ce ne sera jamais une vraie IA. Je dis plutôt que ce sont des algorithmes avancés qui permettent de faire un semblant d'IA sur des smartphones. On n'aura jamais une vraie IA dans un smartphone avec ce type de technologie. Par contre, avec une technologie optimisée en algo sur CPU, on pourra l'avoir à condition d'augmenter un tout petit peu la taille de la mémoire. Voilà, techniquement. Très bien. Merci, Jean. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo ? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. La différence de la technique, vous voyez ? Oui.
Oui. Alors pour ceux qui posent la question sur le chat, oui, c'était bien précisé. Aujourd'hui, c'est pas. Enfin, vous expliquez un peu dans le business. On va revenir juste un petit peu à la. Oui, on va se focaliser là. Si je suis sur la bonne page de ta présentation. Oui, donc Jean vous a expliqué pourquoi l'IA sur CPU, donc ce qu'elle va transformer et comment elle peut analyser en fait les documents de façon en fait plus rapide et puis surtout de façon moins coûteuse. Donc on va passer sur la 9, l'IA personnalisée, les applicatifs en entreprise, parce que je pense que c'est ce qui est attendu au-delà de toute la technique qu'on vient d'expliquer, mais qui est nécessaire pour comprendre justement ce que peut être une IA pourquoi on appelle cette IA éco-responsable et ce qu'elle peut faire. Donc si on se met sur l'IA personnalisée, les applicatifs, je vous ai déjà dit, donc les employés utilisent déjà l'IA avec tous les risques, je ne vais pas les répéter qu'on a déjà vus et sans forcément de contrôle d'organisation. Donc, trouver une IA, alors je vais essayer de pas te faire de publicité, mais vraiment de parler de façon assez large, en sachant que une IA éco-responsable, vraiment éco-responsable, à part la nôtre, on n'en a pas trouvé. Et il n'en existe pas. Et c'est vérifié. Enfin, vous avez vu la capacité de gens à étudier la technique, je peux vous dire que c'est vrai. Et c'est français. Comment ? Et c'est français. Et c'est français. Je dirais même plus, c'est lyonnais. Et c'est lyonnais. Élargissons à lyonnais, mais bon, c'est français en tout cas. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin en tant que professionnels ? On a besoin d'avoir des réponses qui sont cohérentes avec notre activité. Donc pour ça, il faut que l'IA puisse analyser ce qu'on fait, quelle est notre entreprise, quels sont nos produits, quels sont nos services. Donc, se disant ça et se disant il faut une IA qui soit développée pour nous connaître, en gros, parce que moi, l'âge de Brad Pitt, je veux bien le savoir, ça m'intéresse, mais ça ne va pas m'intéresser dans mon business. Donc, en fait, on a cette IA est sous forme de plugin. Ça veut dire qu'elle s'inscrit aujourd'hui, elle s'implémente sur le site internet de son hôte, de son client. Et elle va aller trouver toutes les informations qui sont sur le site internet. Donc là, vraiment, elle est au fait de tout ce qui a été indiqué sur le site internet, voire des documents supplémentaires qu'on peut lui donner. Je prends un exemple, j'ai un office de tourisme avec en juillet telle manifestation, en août telle manifestation et autres, je veux que tout soit indiqué. Eh bien je vais mettre ces documents sur mon site internet, l'IA va en prendre connaissance et tel un chatbot intelligent, parce que les gens connaissent en général les chatbots, elle va aller chercher, le visiteur sur internet va lui poser la question dans toutes les langues. Elle va aller chercher la réponse. Qu'y a-t-il à faire dimanche prochain à Saint-Malo-les-Bains ? Elle va aller chercher. Si elle a l'information, elle va répondre, même si c'était du japonais en japonais. Ben voilà, il y a ça à faire. Si tu veux t'inscrire, c'est là, et voilà ce qu'il y a à faire. Et entre midi, minuit, ou entre la nuit, s'il le faut, avec le décalage horaire. Donc en fait, et ça, pourquoi on peut le faire ? On peut le faire parce qu'on est sur de la CPU. Donc, on a un coût qui est vraiment très minime. On est d'accord. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas déjà, ça ne part pas de l'autre côté de l'Atlantique. Les informations restent dans nos serveurs qui sont français et allemands. Et c'est accessible en termes de tarification et sécurisé. D'accord ? Donc l'information, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous êtes sur des CPU, vous êtes sur quelque chose qui peut être, comme disait Jean, qui peut fonctionner sur votre ordinateur ou sur un serveur en entreprise, où les documents peuvent rester sur le serveur de l'entreprise, là on est sécurisé. D'accord ? Donc, cette IA peut être considérée à ce moment-là comme un employé supplémentaire pour l'entreprise, même si vous êtes seul en activité, parce qu'elle va répondre aux questions de vos potentiels clients. Elle va, au bout de 5 questions, vous demander les contacts. Donc, vous allez pouvoir, si les gens acceptent, les recontacter par la suite. Mais elle va aussi, pour vous,
pouvoir répondre sur un point juridique. Elle va aussi, pour vous, pouvoir rédiger un mail. Elle va aussi, pour votre service comptable, faire des analyses sur tel ou tel document. Elle va pouvoir, pour le technicien qui est à l'extérieur, si vous avez mis les fiches techniques de vos produits, il va pouvoir aller chercher la bonne fiche technique, l'avoir sous les yeux et même poser des questions à l'IA en disant je rencontre tel problème, d'après cette fiche technique-là, donne-moi des solutions. Enfin, vous voyez, ça va être vraiment une casquette supplémentaire pour l'entreprise, encore une fois, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur de l'entreprise, c'est un employé supplémentaire pour tous les services. Pourquoi? Alors là, je voudrais me détacher un peu de la pub, mais pourquoi? Parce que justement, notre système de CPU permet une grande connaissance de l'IA sur votre serveur, sur votre site Internet, à un coût raisonnable, parce qu'une PME ne pourra pas se permettre les coûts de GPU pour l'analyse de data, et sécurisé parce que soit tout est sur les serveurs de l'entreprise qui hébergent, c'est-à-dire nous, ou sur vos serveurs et ne quitte pas votre société. Parce qu'on est quand même français. Dans certains pays, par exemple, les salaires n'ont aucune importance et nous, on aime bien avoir nos fiches de paye sécurisées, par exemple. Donc, elle agit aussi comme si vous connaissez, comment on appelait ça, la gestion documentaire, la GED, et bien voilà, avec des autorisations, ce document-là, il peut être consulté par telle personne. Très bien. Votre IA est une sorte de notebook LM de Google? Non, pas du tout. Et donc, pas du tout. Ça analyse tout votre site Internet. Donc, votre site Internet, un site web, c'est ce qu'on appelle hébergé, qui est mis sur des serveurs qui sont chez un hébergeur. Donc, si vous prenez un hébergeur français qui a ses serveurs en France, il faut juste rajouter le programme directement sur votre serveur où vous avez votre site Internet. Non. C'est pas ça? Non. Ah non? Non, c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est un plugin directement qui se met dans WordPress sur le CMS? Ouais, mais pas que dans WordPress, dans tous les systèmes. Oui. J'en vous en parle. Alors, juste aide à la rédaction, marketing, contenu web, newsletter, réseaux sociaux, analyse de données, rapport technique, notice. Vous voyez, les applicatifs sont concrets et factuels. Je vais laisser Jean vous parler de l'installation, mais qui est très facile. Moi-même, je le fais, donc je peux vous dire que c'est très facile. Oui, c'était également ma question, parce que si bien d'analyser le site web, mais il n'y a pas que ça, il y a également tous les réseaux sociaux de l'entreprise. Si vous êtes présent sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Alors, je réexplique. Bonjour. Oui, en fait, on parle de Monia, là. Oui. Alors, Monia, c'était effectivement, à la base, c'est un plugin qu'on télécharge qui s'installe tout simplement sur un CMS. Ça peut être WordPress, ça peut être Joomla, ça peut être Webflow, ça peut être un site HTML, n'importe quoi. C'est juste une ligne de code. On va mettre le token d'identification qui est obtenu de chez nous et puis c'est terminé. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Monia va scanner automatiquement le site Internet. Elle va archiver toutes les pages du site et les mettre dans sa mémoire. Elle va vous donner accès en back-office chez nous à un tableau de bord sur lequel vous allez pouvoir ajouter tous les documents que vous voulez au fur et à mesure. Et ces documents vont s'enregistrer automatiquement dans la mémoire de Monia. Et en temps réel, elle va pouvoir les utiliser et pêcher des informations pour reconstituer des réponses en plus d'Internet. C'est-à-dire que si vous posez une question sur votre entreprise, je ne sais pas comment on fait telle procédure pour avoir telle aide dans une collectivité ou comment on fait pour contacter le service client pour avoir une méthodologie d'utilisation de mon produit, elle va pouvoir trouver les informations dans les documents de l'entreprise que vous avez mises. Par contre, si vous rajoutez, et en plus, quel temps fait-il à Paris parce que je dois aller voir un client et je veux réserver un hôtel, Monia va aussi être capable d'aller sur Internet, rechercher les informations, faire une étude approfondie et renvoyer la réponse. Donc, c'est un système d'IA, qu'on va dire, approfondi au sens ChatGPT, Anthropic, Claude, Mistral, ce que l'on veut, mais en plus, avec la capacité de connaître par cœur toute votre entreprise, puisque vous allez mettre les documents qui concernent votre société. Le gros avantage, c'est que dans les documents que vous allez télécharger, vous allez pouvoir dire, tiens, ces documents-là, ils sont visibles par tout le monde, mes clients, le grand public, etc. Ou ces documents-là, non, je les garde à mon équipe commerciale, ceux-là à mon équipe technique, ceux-là, c'est pour mon usage perso. Et Monia, en fonction de ce que vous avez donné comme autorisation, sera capable de dire, cette information, je la garde pour moi,
je la donne à telle personne parce qu'elle est habilitée service technique, que je la donne à telle personne parce qu'elle est habilitée service commercial, ou je la donne à telle personne parce qu'elle est habilitée service public, grand public, pardon. Donc, toute cette chose-là fait que on a un système qui permet à Monia de comprendre et de connaître la société sur laquelle elle s'installe. On va ajouter un petit truc, c'est qu'en plus, dans le widget Monia qui s'installe sur votre site, il y a une solution pour pouvoir intégrer des données en direct. Donc, si vous êtes habilité, vous allez pouvoir simplement parler à Monia et lui dire « Tiens, ben, moi, telle procédure, je la fais comme ça », ou alors enregistrer un discours ou enregistrer un cours, et tout ça, ça sera dans la mémoire en temps réel et en instantané. J'ajoute que ça, on peut le faire justement parce qu'on a une techno sur CPU qui permet ce genre de choses, alors que si on le faisait sur les technos usuels actuels, ça serait la galère parce que il faudra des bases vectorielles. Chaque fois qu'on met un document nouveau dans une base vectorielle, il faut reconstruire tout l'index. Donc techniquement, c'est impossible. C'est actuellement réservé à des grands groupes. C'est pour ça que quand vous voyez des grosses annonces comme les grandes banques qui utilisent des technos, Mistral ou ce genre de choses, ou même CGM qui fait des annonces, ah oui, c'est très bien, mais on en reste au stade de l'analyse, on en reste au stade de coûts extraordinairement complexes et compliqués avec des équipes techniques qui vont dépenser une fortune pour quelque chose qui ne sera pas efficace à l'arrivée. La technologie qu'on a, elle est utilisable depuis la TPE d'une personne, deux personnes, jusqu'au grand groupe de 50 000 personnes. Voilà. Et avec un simple plugin. Oui, l'installation, en fait, sur le site internet. Oui, l'installation, c'est très simple. Hein. On va sur Monia, on s'inscrit, on télécharge le plugin dans la page de téléchargement. On installe ça sur son site internet si on a un accès, sinon on le donne à son agence digitale qui s'occupe de ça en 2 secondes. Et puis c'est terminé. Et puis à partir de là, vous avez une IA sur le site qui va commencer, comme tout employé, à apprendre qu'est-ce que c'est que votre société, comment elle fonctionne. Quand vous embauchez un employé dans quelque secteur qu'il soit, la première des choses, c'est qu'est-ce que c'est que la boîte, qu'est-ce qu'on fait, comment on apprend, quelles sont les procédures, qui sont les collaborateurs, qu'est-ce qu'on vend, etc. Avant de rentrer dans la fonction précise. C'est exactement ce que va faire Monia. Elle va commencer à apprendre tout ça, puis après, petit à petit, vous pourrez la spécifier sur un secteur ou un autre en fonction d'agents qu'on pourra ajouter et en fonction des besoins de l'entreprise. Voilà. Ou plusieurs secteurs d'ailleurs. Plusieurs secteurs, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut. Oui. Voilà, je repasse la parole. Il y a encore des questions techniques. Alors, vous avez entendu parler de Monia, et Monia, si on le découpe, ça fait Mon-Nia. Voilà, je trouve que le jeu de mots était bien trouvé. Et je ne sais pas, Véronique, sur quelle page je dois me mettre de ta présentation. Alors, on peut être sur la page 14 parce que je vous parlais donc de tous les applicatifs que cette IA peut donner. Je suis désolée, je ne peux que centraliser sur la nôtre parce que aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres qui le font. Donc, de façon si pointue, c'est-à-dire connaissant l'entreprise. Donc, effectivement, c'est une IA qui est multisectorielle. Donc, selon les documents et la personne qui va lui poser des questions et son autorisation, elle va répondre sur tout, c'est aussi bien dans du RH que de la jurisprudence, que tout ce que vous voulez. Alors attention, comme toutes les IA, pour l'instant, il faut vérifier les réponses, bien entendu. Hein, on a toujours, on n'a pas d'aberration chez nous parce qu'il n'y a pas d'embedding, il n'y a pas de découpage. Mais il faut quand même faire attention aux réponses. Mais ceci dit, c'est vraiment un agent supplémentaire. On peut passer à la suite qui est le marketing avec toutes les informations marketing, production, tout ce que vous, là où vous avez besoin d'un aide, l'IA Monia peut vous aider parce qu'elle va avoir un autre regard et une autre analyse beaucoup plus rapide que la nôtre et neutre, je veux dire, puisqu'il n'y a pas de filtre. En fait, hein. Donc, elle va vraiment prendre des informations factuelles et vous les donner. Donc, ce qui est, par exemple, très simple, ce que nous remontent nos clients, par exemple, c'est le fait d'avoir ce qu'on a appelé, moi j'aime pas le mot chatbot, mais d'avoir Monia qui peut répondre sur le site internet, ça humanise en fait la réponse. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous aviez quelqu'un derrière qui vous répond. Donc, ça veut dire, je pose une question, si je prends notre site, qu'est-ce qu'ActiveAchat peut faire pour moi ?
elle va répondre. Oui, mais moi, je veux pas ça, je veux faire des économies sur la téléphonie. Ben, ça, on sait faire aussi. OK. Je pars à l'étranger, quel est le forfait qu'il faudrait que j'utilise et quel prix? Hop, elle va répondre. Donc, en fait, ça va bien au-delà. Si je voulais avoir un chatbot qui réponde à ça, il faudrait que je tape toutes les questions que je peux éventuellement voir posées sur mon site, que je mette des réponses qui sont vraies qu'au jour J. Alors que là, Monia va chercher les réponses en temps réel, ou alors que j'ai un beau document contact où il faut que je note mon nom, mon adresse, mon téléphone, mon machin, et qu'après on me contacte, qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui me contacte. Alors que là, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul et très rapidement. Et par la suite, si la personne a laissé comme elle le ferait ses coordonnées, vous pouvez vous-même la recontacter. Donc c'est vraiment, nous on la positionne en tant qu'employée supplémentaire parce qu'elle est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle est une employée sécurisée parce que si vous le souhaitez, vos documents ne quittent pas votre entreprise, donc tout est chez vous. Une employée sécurisée qui va répondre. Et là après on peut demander aux salariés de dire écoutez, arrêtez d'utiliser ChatGPT parce qu'on explique que c'est pas du tout sécurisé et qu'on ne sait pas où partent nos données et qu'elles ne correspondent pas à notre entreprise, en leur disant utilisez ça. Vous pouvez aussi l'utiliser à terme perso. Je veux dire, je peux aussi utiliser Monia pour dire je veux faire un post sur la beauté du renard. Elle va me faire un post sur la beauté du renard. Je vais pouvoir le poster, c'est pas un problème. Mais au moins c'est sécurisé, quoi. Au moins, je sais que mes données, elles restent là et que les réponses qui seront apportées vraiment en fonction de mon entreprise. Ouais. En interne, il ne faut pas oublier l'interne, parce qu'on parle beaucoup de l'externe, mais en interne, c'est un employé supplémentaire que vous mettez à chaque poste de l'entreprise. Et qui connaît l'entreprise par cœur. Qui connaît l'entreprise, les produits, les services par cœur et qui respecte cette ligne de conduite de confidentialité à partir du moment où vous lui dites tel document, que pour ça, que pour tel service ou que pour telle personne ou pour tout le monde. Vous lancez un nouveau produit, un nouveau service, vous avez fait une fiche produit par exemple, vous le donnez à Monia et vous lui demandez tiens, je dois faire un post sur LinkedIn pour lancer mon produit. Dis-moi ce que je peux faire, etc. Ouais, ça, hein. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est complémentaire. Ça ne remplace pas l'humain aujourd'hui. Il faut bien l'intégrer. C'est vraiment un employé complémentaire, une casquette complémentaire que l'on pose à chaque service ou à l'auto-entrepreneur qui est seul et qui va... On dit qu'on fait gagner quand même entre 3 et 6 heures par semaine. Alors qu'on en utilise, on est encore dans les 80-20 inversés, c'est-à-dire qu'on n'utilise que 20% du cas parce qu'on n'a pas encore les réflexes. Mais l'IA va arriver comme quelque chose de très automatique et ça commence un peu maintenant. C'est-à-dire qu'on a une question, on va vouloir aller vite, on va aller que dans le contrôle de la réponse, mais elle nous donne la réponse. Alors, il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes, Véronique. Et forcément, quelqu'un a posé la question. Quel est le coût d'accès à votre IA? Alors, je vous l'ai mis dans, je crois, la diapo 16. Voilà. Donc, c'est très transparent chez nous, donc il n'y a pas de problème. C'est en fonction essentiellement du nombre de documents qu'on va mettre dans Monia et elle peut se tester de façon gratuite. Je viens de le faire au début, quand tu parlais, tu disais allez sur notre site, vous pourrez demander ce que vous voulez à Monia. Donc j'y suis allé et j'ai écrit qu'est-ce que tu peux faire pour moi, et elle m'a listé tout ce qu'elle pouvait faire. Voilà. Alors, est-ce que je mets dans le chat l'adresse du site? Oui, avec plaisir. Alors j'ai cercle.business. Est-ce que je mets celle-ci? Oui. Alors c'est parti. Voilà. Alors, quand même on s'amuse un petit peu, vous verrez si vous y allez qu'on peut personnaliser Monia. Je ne parle pas du petit bouton qui là forcément ne bouge pas, mais on va pouvoir personnaliser les tons de réponse de Monia.
on va pouvoir la faire enjouée, de bonne humeur, sarcastique. Enfin, voilà. Alors, je vous encourage pas forcément pour l'aspect société de réponse de mettre du sarcasme, mais c'est intéressant de voir comment elle va aller répondre différemment, puisque vous pouvez la tester, hein, en fonction de ce que vous pouvez y mettre. Donc voilà, ça c'est le côté un peu amusant. Elle n'est pas tout le temps sage, elle peut déborder un peu si on le souhaite. Alors, il y a des questions. Alors, comme le chat ne fonctionne pas, tout le monde écrit dans les questions, ce qui est normal, ce que je voulais demander. Et donc, il faut que je repère toutes les questions qui sont dans le chat, mais il y a eu beaucoup de questions concernant les droits d'auteur. C'est-à-dire et les droits d'auteur, là, comme ce sont vos données, il n'y a pas de question de droits d'auteur, en fin de compte. Non, parce que c'est vous qui mettez les documents dans votre Monia. Donc, il n'y a pas de... Enfin, je ne vois pas le problème de droit d'auteur quelque part. Il faut bien vous dire que c'est vous vous avez les documents dans votre back-office. Hein. Nous, on n'a pas vos documents, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Et si vous les gardez chez vous, encore moins, c'est vous qui avez vos documents. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur. Chacun ne peut pas se servir des documents de l'autre, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est la Monia et la Monia du site Internet X, une autre Monia du site Internet Y, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'échanger les données. Hein. D'accord, hein, elle est sur son site à elle, quoi. Hein, c'est votre employé, c'est pas l'employé qui va être partagé. Donc il n'y a pas de fuite de documents. Hein. Ah tiens, une question intéressante de Jean-Philippe. Si on lui donne des documents à Monia, est-ce qu'elle est capable de détecter qu'il y a une incohérence dans un document technique ou Bien sûr, si vous lui posez la question. Bien sûr. Bien sûr. Comme elle est capable aussi de corriger des codes. Si on lui met des lignes de code, elle est capable de corriger des codes. Des codes informatiques, de programmation. C'est bizarre. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il peut nous trouver, ou est-ce qu'elle peut nous trouver des images Alors pour l'instant, elle ne fabrique pas d'images. Mais là, la question, c'est est-ce qu'elle peut nous trouver des images dans les documents, par exemple ? Alors, Monia, aujourd'hui, est capable de... Alors, je ne sais pas si la question veut dire ça. Monia est capable de lire des PDF à partir du moment où, à l'intérieur, il y a des textes. Ah oui. Et si c'est un PDF de texte, mais qui est en image, ça, elle ne le lira pas. D'accord. Oui, voilà. Donc ça, c'est la réponse pour Frédéric, qui était, est-ce que, comme Monia est tout en un, image, texte et vidéo? Non, c'est uniquement du texte. Non, c'est uniquement du texte pour l'instant. Et tout à l'heure, tu as parlé que ça pouvait remplacer 3 à 6 heures d'un salarié. Et Gaël demande une précision, est-ce que c'est de 3 à 6 heures par salarié dans l'entreprise? Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Quelle est la différence entre les tarifications Pro à 69 € et Pro Eco à 139 €? C'est le nombre de documents qu'on met dans Monia. D'accord. Alors, pour cette partie qui est vraiment tarifaire chez nous, je vous encourage d'aller sur notre site et puis quand vous cliquez sur inscription, vous avez tous les plans. Donc, vous regarderez, mais on n'est pas là non plus forcément, même je trouve qu'on a déjà fait... On parle de Monia déjà beaucoup, donc voilà, la tarification, allez la voir sur notre site. On n'est peut-être pas forcément là pour parler aussi tarification de façon très poussée. Elle est en fonction du nombre de documents et de données traitées, voilà. Très bien. Et une question de Dina. En quoi votre IA est éco-responsable? Je pense qu'on en parle depuis le début, Dina. Elle est éco-responsable parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes coûts, donc on n'a pas besoin d'autant d'énergie on n'a pas de serveur à l'étranger, on n'a pas besoin de... Enfin voilà quoi, donc on est vraiment sur de la puce standard. Notre Monia peut tourner sur des ordinateurs que vous avez chez vous, quoi. Et donc, c'est installé sur vos ordinateurs Elle peut être installée sur votre ordinateur et garder les documents dans votre système, en fait. Hein. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'être à côté d'une centrale nucléaire ou d'une centrale hydroélectrique qui produit l'électricité et en plus qui refroidit. Mais, on n'arrête pas là, de nous parler des problématiques d'eau, des problèmes d'électricité qu'on paye de plus en plus cher. Et là, on s'en va, et là, on prend des solutions. Notre président nous parle de Mistral.
Ouais, ok. Alors déjà, les investisseurs Mistral ne sont pas forcément français, mais ça, c'est autre chose. Mais on reste sur de la GPU et on est en train de nous dire qu'en France, dans nos campagnes, on va aller mettre des data centers. Ok, d'accord. Ben, je ne vous dis pas combien on va payer l'électricité dans quelques temps, quoi, hein, parce qu'il faut bien la chercher quelque part. Hein. Est-ce que j'avance sur les pages ? La dernière page, en fait, donc l'avant-dernière, c'est-à-dire la page 17, on parlait aussi, parce que je crois qu'il y a certaines collectivités, on est en train de discuter, nous, avec des mairies, donc en essayant de leur faire comprendre que ça serait bien de mettre justement d'implémenter une intelligence artificielle qui soit éco-responsable et qui puisse répondre à tous les administrés dans toutes les langues. Parce que voilà, il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent pas encore forcément très bien le français pour comprendre tous les rouages de notre administration. Donc notre système est bien entendu disponible pour les professionnels, mais pour tous les professionnels, même s'ils sont dans le domaine public. Voilà, moi j'ai une forte connotation, j'ai toujours travaillé avec des produits qui respectent, on a une autre activité qui est le fait de permettre aux entreprises de payer moins leurs achats. On a tout le temps une connotation verte en fait, que ce soit dans l'électricité qu'on propose, que ce soit dans les produits de papeterie et autres, on a une dimension verte qui est importante parce que je pense qu'on on est sur une planète verte et bleue. Essayons qu'elle ne devienne pas grise et noire. Donc, je pense que cet aspect, qu'on soit particulier, professionnel, du public ou du privé, on a à charge de respecter un peu notre planète. Et l'IA est un outil formidable, mais il ne faut pas que ce soit un outil qui desserve l'humain et la planète. Moi, je crois en ça, en tout cas. Oui, moi aussi, très bien. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Jean. C'est notre site. Hein. Si tu veux mettre celle-ci, par exemple, ce sera parfait. Pardon, je n'ai pas entendu ? La dernière slide est celle de du contact, si vous avez des questions particulières. Et voilà. Très bien. De toute façon, Moi, j'ai encore une toute petite chose. Oui. On est là dans l'aide aux entreprises. Donc, on est distribué. Si jamais tu as des entrepreneurs qui sont en difficulté pour trouver des produits, on accepte tout à fait qu'ils viennent en distribution. Si ça peut aider, ramener du chiffre d'affaires à quelqu'un, nous, avec volontiers, on le forme. Hein. J'ai pas compris. Si tu as des entrepreneurs en difficulté financière, il y en a peut-être qui nous écoutent là. Qui souhaitent rajouter ce produit porteur, c'est avec plaisir qu'on peut le former et lui autoriser la vente avec rémunération. D'accord, ça y est, j'ai compris. D'accord. Donc d'être distributeur de Monia sur son secteur. Tout à fait. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Jean et surtout Véronique. Et surtout Jean aussi. Hein, mais... Vous avez vu les deux pôles de l'humanité. Voilà, c'est ça. Il fallait les deux aujourd'hui. Il fallait une Véronique et un Jean. Merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous parle tout de suite de... alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de webinaire. Par contre, il y en a un dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, de quoi allons-nous parler ? Vous savez que ce week-end, ça va être Pâques. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran là ? Oui. Très bien. Donc, je vous ai mis un petit poussin parce qu'on va parler des couveuses d'entreprise. Voilà. Donc, je me dis, je dis c'est Pâques, les poussins, donc ça va couver. Donc couveuse d'entreprise. Dans 15 jours, la semaine prochaine, il n'y a pas de webinaire. Et moi, je ne serai pas là, donc je vais profiter du beau temps. Comme d'habitude, alors ma chère Véronique, je vais lancer une chanson avec de la musique. Donc, comme au début, il va falloir au moins couper ton micro si on veut éviter du larcène. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une chanson, une musique qui n'a pas été faite avec l'IA. Hein. Je vais vous offrir un avant-goût de l'été avec cette chanson qui est sortie il y a tout juste 9 ans. C'était le 15 avril 2016.
Oui. Elle a été coécrite par 3 artistes suédois, dont la chanteuse qui s'appelle Shai Martin, de son vrai nom en suédois, je vais essayer, Sarah Hjorström, et sa voix qui me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute. Elle a une voix vraiment très spécifique. Donc voilà, je vous emmène dans les îles ioniennes, les Cyclades, en mer Égée ou en Crète. Enfin, je ne sais pas où le clip a été tourné exactement, mais c'est dans ce coin-là. Alors j'espère que vous êtes prêts. Mettez de la crème solaire, mettez vos lunettes. Et puis préparez le maillot de bain. Moi, je suis déjà équipé, vous le voyez pas, mais j'ai déjà mon string léopard et on y va. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à dans 15 jours.